Bonjour, alors aujourd'hui on va réviser les titrages. Donc c'est quoi titrer une espèce? Titrer une espèce, ça va déterminer sa concentration, donc, au premier abord en mol par litre, même si après on peut avoir accès à sa concentration en grammes par litre. On peut également déterminer une quantité de matière présente dans un échantillon, mais en gros, titrer une espèce chimique, c'est déterminer sa concentration. La différence avec ce qu'on appelle un dosage, c'est qu'ici on va s'appuyer sur une réaction. Donc le réactif qu'on va vouloir titrer, déterminer sa concentration, va réagir avec un autre réactif. Donc en ce sens, il va être consommé, donc on ne pourra pas le réutiliser, alors que lors d'un dosage, donc par exemple avec Berlambert, on peut réutiliser le réactif. D'accord? On le met juste dans une petite cuve qu'on passe au spectro, par exemple. Donc dans un premier temps, on va réviser un petit peu les notions de base sur les titrages et après je vous ferai passer sur un exercice classique où on titrera une solution de Fe2+ par une solution de permanganate de potassium, ce qui nous permettra de revoir les demi-équations redox un petit peu plus compliquées que celles d'hier, hein, et on ira chercher la concentration molaire et la concentration en masse. Donc c'est parti, ici je vous ai remis le schéma classique d'un montage de titrage. Ici, vous avez une burette graduée. Dans cette burette graduée, on va mettre l'espèce titrante. L'espèce titrante, c'est une espèce dont je connais la concentration. On connaîtra in fine le volume versé, parce qu'on va, donc ici normalement il y a un robinet, on va verser la solution jusqu'à, en tout cas en première, ce qu'il y ait un changement de couleur dans le bécher. Attention, on n'est pas obligé de mettre un bécher, on peut mettre un Erlenmeyer. Un bécher, généralement, on le met quand on a une sonde, donc vous verrez en terminale, vous aurez des sondes de pH, des sondes pour mesurer la conductivité. Donc, pour avoir la place de la mettre, on met plutôt un bécher, alors qu'en première, on préférera mettre pour un dosage colorimétrique un Erlenmeyer ici, parce que ça empêche les projections tout bêtement, vu qu'ici, on va avoir un agitateur magnétique avec, je vais vous rajouter un barreau aimanté. Voilà, donc normalement, on a un barreau aimanté, et donc quand l'agitation est un peu trop vive, ça risque de faire des projections. Donc on préférera un Erlenmeyer pour un titrage colorimétrique. Donc l'espèce citrante, on a dit qu'on connaissait sa concentration, on connaîtra le volume qu'on a ajouté. Donc là, je vais vous faire un petit robinet, hein, parce qu'on s'arrêtera, on fermera le robinet une fois que ici on aura un changement de couleur. Ici, on a l'espèce titrée, celle dont je ne connais pas la concentration, mais que je veux déterminer. L'espèce titrée, je vais connaître quoi d'elle? Je vais connaître le volume que je vais en mettre. Donc l'espèce titrée, C est inconnu, c'est ce que je cherche, mais le V, le volume ajouté, est connu. Et ce volume-là, vous allez le connaître de façon précise. Généralement, on utilise une pipette jaugée, bon, ou graduée à défaut. Donc la pipette jaugée est un matériel de précision. Donc ici, par exemple, on pourra mettre 10,0 millilitres de solution titrée, 20,0. Donc ça sera précis à la virgule près. En haut, qu'est-ce qu'on connaît? Comme j'ai dit, on connaît la concentration. Je vais l'appeler C' pour différencier ici. C' connu. Et une fois qu'on aura le changement de couleur, le volume versé, qu'on ira lire parce qu'en fait c'est gradué, hein, c'est pour ça que ça s'appelle une burette graduée. Donc le volume versé au changement de couleur, on l'appellera VEC. Alors des fois on marque ça VE dans les livres. Moi j'utilise plutôt VEC et c'est le volume versé à l'équivalence. Mais qu'est-ce que c'est que l'équivalence? Eh bien, tout à l'heure je vous ai dit que vous aurez une réaction entre l'espèce titrante et l'espèce titrée. À un moment, on va les avoir mis, pardon, introduits en proportion stoichiométrique. Les deux, en fait, vont être totalement consommés. C'est comme dans un tableau d'avancement où les deux x max valent la même chose quand vous avez un mélange stoichiométrique initial. Donc l'équivalence, c'est le moment où les deux réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique et sont totalement consommés. À ce moment-là, on aura également un changement de couleur dans l'Erlenmeyer ou dans le Bécher. Donc voilà, donc comment ça se passe au début? Donc vous mettez, comme on a dit, votre espèce à titrer, celle dont on ne connaît pas la concentration ici, avec une pipette jaugée ou graduée. On introduit la solution titrante dans la burette graduée. Alors, on l'introduit avec un bécher, d'accord? Donc en haut, ici, là, vous allez introduire avec un bécher parce que le haut de la burette graduée, en fait, contient un mini entonnoir.
Alors, j'ai déjà vu remplir des burettes avec une pipette. Vous ne faites pas ça, d'accord? C'est pareil, vous n'ajustez pas le zéro en haut, là, avec une pipette Pasteur. Non, en fait, vous en mettez un petit peu plus que le zéro. Puis, à l'aide du robinet, vous faites couler l'excédent jusqu'à ce que le bas du ménisque, ici, touche le zéro. Voilà, donc on a conditionné notre colonne, on l'a mise, on vérifie qu'on n'ait pas de bulle d'air, hein, donc souvent si vous avez une bulle d'air, si c'est le cas, vous faites couler, la bulle d'air va disparaître, il faut réajuster le zéro. Évidemment, en dessous, quand on fait ça, on met un bécher poubelle, on ne met pas la solution à titrer en dessous, sinon vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc une fois que ça s'est conditionné, que dans un bécher, nous avons mis notre solution à titrer, on met le barreau aimanté, doucement, et on met une agitation moyenne. Il ne faut pas que ça éclabousse de partout. Puis on va ajouter goutte à goutte la solution titrante à la solution titrée, et on arrête à la goutte près au changement de couleur. À ce moment-là, nous sommes à l'équivalence. Les deux réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, et on pourra tout à l'heure, vous verrez dans l'exercice, écrire une relation entre les quantités de matière du réactif titré et titrant qui va nous donner accès à la concentration molaire du réactif titré. Donc c'est parti, je vous mets l'exercice. Alors, on lit ensemble. On souhaite déterminer la concentration en masse en ion Fe2+, d'une solution de sulfate de fer 2, donc c'est-à-dire qui contient des ions Fe2+. Pour cela, on en titre 10,0 ml par une solution de permanganate de potassium. Donc la solution de permanganate de potassium contient des ions K+, et MnO4-, on ne voit pas trop le moins. À la concentration molaire 1,0, 10-2 mol par litre. On observe un changement de couleur dans l'Erlenmeyer pour un volume de solution titrante égal à 15,0 ml. Donc là, on a atteint l'équivalence, ça c'est le VEC. On nous donne les couples redox, on nous donne la masse molaire du fer. Dans un premier temps, il faudra faire le schéma du montage en le légendant. Ça vous permet de placer vos données. C'est comme d'habitude où on marque données de petits points et on marque tout ce qui va nous intéresser. Et bien là, en fait, ça permet de tout marquer sur le schéma et de mieux visualiser. Écrire l'équation, donc là on repartira des couples redox pour écrire l'équation globale du titrage. Définir l'équivalence, déterminer la concentration molaire en Fe2+, et la concentration en masse. Alors, au niveau du schéma, donc c'est parti, oula. Donc, je vais essayer de faire une burette graduée. Alors vous utilisez bien la règle, d'accord? Tous les schémas sont à la règle et au crayon à papier. Donc là, je suis censée prendre la règle, hein. Donc elle est graduée, on aura un niveau ici. En dessous, toujours à la règle, hein, on fait un Erlenmeyer. Hop. Avec le niveau qui est censé être droit, on ne fait pas de vague. On va mettre le barreau aimanté, en dessous l'agitateur magnétique, encore une fois la règle, et on va dessiner la potence, donc le support, hein, potence, support, qui permet de maintenir le tout. Et on légende, donc ici, pareil, à la règle, c'est la burette graduée. Ici, c'est la solution titrante de permanganate de potassium. Alors, soit on écrit solution titrante de permanganate de potassium, entre parenthèses K+, AC+, MnO4- AC, soit on va juste écrire l'espèce titrante. Donc, ou espèce titrante. Et c'est quoi l'espèce titrante? Eh bien, c'est MnO4-. Et comment je le sais? Eh bien, on me dit qu'il y a MnO4- et K+. Mais dans les couples en présence, on n'a que MnO4-. Donc, en fait, l'ion K+, est un ion spectateur. Donc, c'est que MnO4- qui va me servir. Sa concentration, je vais l'appeler C', est égale, ah bah non, je vais l'appeler C', allez, hop, on va changer, C', est égale à 1,010-2 mol par litre. Je sais que le VEC, ça sera égal, on a dit, à 15,0 millilitres. Ici, donc, agitateur magnétique. Là, c'est un Erlenmeyer.
Là, c'était le barreau aimanté. Et ici, c'est la solution titrée. Donc pareil, soit on met solution titrée de sulfate de fer, soit on met espèce titrée, et là ce n'est que le fer, de toute façon c'est marqué, on veut déterminer la concentration en ion Fe2+, et c'est celui qui apparaît dans le couple. Donc on peut mettre juste espèce titrée. Donc les ions Fe2+, et je connais quoi sur E? Je connais le volume introduit qui est de 10 ml. Et je ne connais pas la concentration, donc la concentration en mol par litre, je vais l'appeler C. Donc normalement le schéma, évidemment, vous avez plus de place, vous faites tous les traits à la règle, vous écrivez bien comme il faut. Voilà, donc en fait, on va ajouter goutte à goutte la solution titrant de permanganate de potassium à la solution titrée de sulfate de fer, tout en agitant de façon modérée. Au changement de couleur, on note le volume VEC versé à l'équivalence. J'efface ça. Voilà, donc j'ai effacé, et là, on me demande d'écrire l'équation modélisant la transformation chimique. Donc cette transformation est une transformation qui s'appuie sur l'oxydoréduction. On a les couples, donc ce qui veut dire équation globale veut dire demi-équation. Donc là, on va les écrire. Qu'est-ce qu'on a en présence? En présence, on a le Fe2+, et on a le MnO4-. Donc, c'est ce que je vais mettre à gauche, vu que ce sont mes réactifs. Donc pour le premier couple, Fe2+, F. Oula, attendez. Je j'ai une faute ici, c'est pas le couple Fe2 plus Fe, désolé, c'est le couple Fe3 plus Fe2 plus. Donc en fait, les ions permanganate vont oxyder les ions fer en ion Fe3 plus. Donc partant de là, hop, les couples en présence, enfin les espèces chimiques en présence dans les couples sont Fe2+, MnO4-, on a bien un réducteur et un oxydant, tout va bien. Donc Fe2+, je le mets à gauche, égale Fe3+. Donc j'ai un fer, je n'ai pas d'oxygène, je n'ai pas d'hydrogène, il ne manque plus que la charge à ajuster. Donc là, ça va faire plus un électron, ça fait plus 3, moins 1, on est bien sur du plus 2. Et pour l'autre, on a MnO4- égale Mn2+. Donc celle-ci, elle est un peu plus compliquée que celle qu'on a vue hier. Donc je fais d'abord l'atome qui n'est ni H ni O, c'est le Mn. Ici, comme j'ai rien en indice, j'en ai qu'un seul. Ici, j'en ai qu'un seul. Vous vous rappelez que ça correspond à la charge et pas à un nombre de Mn. Ensuite, dans l'ordre, on devait ajuster les oxygènes. Ici, j'en ai 4. La seule façon de les ajuster, c'est en rajoutant des molécules d'eau. Donc il me faut 4 H2O liquide. Mais ce faisant, j'ai rajouté 4 fois 2, 8 H, et j'ai le droit de les ajuster qu'avec des ions H+. Donc de l'autre côté, je vais mettre des ions H+, j'en mets 8. Au niveau de la charge, à droite, la molécule d'eau, elle est neutre. Ici, on a une charge plus 2, donc globalement, à droite, j'ai du plus 2. À gauche, j'ai moins 1, et là, j'ai 8 fois plus. Donc je suis sur du plus 7. Donc pour l'instant, j'ai 7 égale à 2. Vous avez juste le droit de rajouter des électrons, ce qui veut dire qu'on a une charge moins. Donc il faut que j'ajoute 5 électrons. Pour avoir moins 5, moins 1, plus 8, on retombe bien sur du plus 2. Je vous avais dit hier qu'il fallait bien faire attention à ce que le nombre d'électrons échangés soit le même. Ici j'en ai 1, ici j'en ai 5. Donc dans ce cas-là, je vais devoir prendre 5 fois plus de Fe2+, que de MnO4-. D'accord? C'est au niveau quantité, on prendra 5 fois plus de Fe2+, donc si j'en prends 5 fois plus, j'aurai l'équivalent de 5 électrons produits qui vont être consommés ici par le MnO4-. Ensuite, pour avoir l'équation globale, je trace un trait et je vais additionner membre à membre chacune de mes demi-équations, ce qui nous fait 5 Fe de plus. Donc là, j'arrive à la fin, je passe à celle du dessous. Les électrons, vous vous souvenez qu'ils doivent s'enlever de chaque côté comme en maths, donc on ne les met pas. Plus MnO4-,
AC, plus 8H+, AC, donne 5Fe3 plus AC, plus Mn, 2 plus AC, plus 4H2O. Voilà. Donc le 5 qui est là et le 5 qui est là, ça provient du 5 qui est ici. D'accord? On a tout multiplié cette équation par 5. Ensuite, j'ai mis une simple flèche. Pourquoi? Parce qu'une réaction de titrage, elle doit avoir certaines caractéristiques. Une réaction de titrage, elle doit être totale. Donc totale, c'est symbolisé par la simple flèche. Rapide, parce qu'il faut qu'à chaque goutte qu'on ajoute, la réaction se fasse rapidement. On ne va pas attendre une demi-heure entre deux gouttes. Hein. Et unique, c'est-à-dire qu'en fait, dans le bécher ou dans l'airline, il pourrait se passer d'autres réactions, mais on considère que la seule qui est mise en jeu, c'est celle du titrage. Vous verrez l'année prochaine qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. À partir de 2 molécules d'eau, en fait, on obtient des ions H3+ et HO-. Mais on se concentre que sur la réaction de titrage. Donc je le redis, total, rapide, unique, à savoir par cœur. Alors, la question suivante, la question 3, c'était de définir l'équivalence d'un titrage. Donc, on l'a revu dans la petite révision. L'équivalence d'un titrage, donc ça va être le moment où vous allez observer un changement de couleur dans votre airline ou dans votre bécher, mais ça correspond à quoi au niveau chimique? Ça correspond au moment où les deux réactifs, titrant et titré, ont été introduits en proportion stoichiométrique et par conséquent auront été totalement consommés, parce que je vous rappelle qu'on vient de dire que la réaction, elle est totale, donc ils ont été totalement consommés. Et en quoi c'est intéressant de réécrire ce que c'est que l'équivalence? Eh bien, ça nous permet d'écrire une relation entre les quantités de matière des réactifs titrants et titrés, ce qui vous spoil un petit peu la question 4. Déterminer la concentration molaire en ion Fe2+. Pour faire ça, il faut qu'on se base sur l'équation de la stoichiométrie, c'est-à-dire que comme les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, je peux écrire cette fameuse relation dont je vous parlais entre les quantités de matière, ce que je vais faire. Donc, à l'équivalence, je reprends l'équation de la réaction, donc j'ai juste le bout de gauche parce que le bout de droite ne va pas nous intéresser, et je vais regarder les coefficients stoichiométriques devant. Devant le Fe2+, on a un 5, devant la MnO4-, on n'a rien. Quand on n'a rien, c'est que c'est 1. Et donc à l'équivalence, le nombre de moles de Fe2+, qui était présent dans le bécher initialement sur 5, donc quantité de matière de Fe2+, sur 5 initialement présent, ça sera égal au nombre de moles à la quantité de matière de MnO4- sur 1, parce que devant, quand il n'y a rien, c'est 1. Donc, quantité de matière de Fe2+ sur 5 égale quantité de matière de MnO4-. Introduisez l'équivalence sur 1. Même si c'est 1 sur 1, vous le mettez. Imaginons que là, on est un coef 1 et un coef 1. Vous mettez sur 1 et sur 1. Ça prouve que vous avez fait attention aux coefficients stoichiométriques. Donc, on a ça. Ensuite, nous, on sait quoi? On sait que, donc, or, N égale à C fois V, on l'a revu hier. N égale à C fois V solution, hein, d'accord? Donc, je vais aller remplacer cette quantité de matière-là et cette quantité de matière-là par C fois V. On va appeler C la concentration molaire en fer, donc C fois V. V, ça sera le 10 ml que j'ai introduit au début, sur 5, est égal à, donc moi la concentration MnO4-, je l'avais appelé C', C' fois le volume versé à l'équivalence, que j'appelle VEC, sur 1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la concentration C, donc C, ça sera égal à C' fois VEC sur 1. Divisé par V, et le tout fois 5. Voilà, j'ai remonté ma petite équation. D'ailleurs, je rappelle au passage que vous ne remplacez pas directement par les valeurs ici. Donc là, on aurait pu être tenté de remplacer C' par 1, 10-2, V par sa valeur, et d'isoler après le C. Non, expression littérale. C'est-à-dire que vous isolez la lettre que vous cherchez à calculer en gardant les lettres de l'autre côté. Et seulement à ce moment-là, quand vous l'avez toute seule de son côté comme x égale en maths, vous remplacez par les valeurs. Donc, C égale à C', c'est 1,0, 10 moins 2, fois Vx, c'était 15,0. Souvenez, hier, je vous ai dit, on ne zigouille pas le virgule 0. Ce chiffre significatif a toute son importance, fois 5 divisé par 10,0. Au niveau des chiffres significatifs, le 5, ici, a un coefficient stoichiométrique qui n'a pas d'unité, donc il n'a pas de chiffre significatif. Donc ici, on a deux chiffres significatifs,
3 et 3, et la règle c'est de garder le plus petit nombre possible. Donc on se calera ici sur les deux chiffres significatifs. Donc ce qui nous fait du 7,5 10-2 mol par litre. Nous venons de trouver la concentration molaire en ion Fe2+. Évidemment là, vous devriez mettre une phrase réponse. Okay, donc la concentration molaire en ion Fe2+ est de 7,5 10-2 mol par litre. Et on va passer à la question 5. Donc la question 5 nous demandait de calculer la concentration en masse. Alors d'ailleurs, je fais un petit aparté. Jusqu'à la question 4, c'est du classique. C'est-à-dire que vous, dès que vous avez un titrage, vous devez vous attendre à tout ce déroulé de questions-là. Ensuite, une fois qu'on a la concentration molaire, on peut vous demander de calculer la concentration en masse qu'on va faire, de calculer une quantité de matière, N égale à C fois V, de calculer une masse, d'accord? On peut déterminer la masse contenue dans l'échantillon, ou on peut déterminer aussi le pourcentage massique, donc ça c'est plutôt de la terminale. Alors ces trucs-là, je vous les ferai avec Berlambert, parce qu'en fait Berlambert, c'est pareil, on obtient la concentration en mol par litre, et à l'issue de ça, on peut avoir le même type de question. Je le détaillerai plus dans les révisions là-dessus. Alors, j'ai la concentration en mol par litre, je veux la concentration en masse. La relation que vous avez déjà vue normalement, c'est Cm égale à Cm. Alors je l'aime bien parce qu'elle est simple à retenir. Okay, Cm égale à Cm. La concentration en masse, c'est égal à la concentration molaire fois la masse molaire. Donc là, la masse molaire du fer, vu qu'on avait la concentration en fer. Donc la concentration en masse, c'est égal à 7,5 10-2 fois la masse molaire qui était là, 55,8. À la calculatrice, on trouve 4,185, sauf qu'au niveau des chiffres significatifs, là j'en ai 2, là j'en ai 3, je dois garder le plus petit nombre, donc 2. Donc le 4,185, je vais l'arrondir à 4,2. Comme j'ai un 8 après le 1, j'arrondis au-dessus. Donc ça me fait 4,2 et l'unité, c'est des grammes par litre. D'ailleurs, je peux aller remettre sur la formule. Ici, des grammes par mol. Ici, des grammes par litre. Et ici, des mols par litre. Voilà, donc pour cet exercice-là, c'est terminé. Imaginons que vous ayez à calculer une masse. Donc, vous avez ça. Si je veux calculer une masse à partir de là, vous vous souvenez que Cm, c'est égal à la masse du soluté sur le volume de solution. Donc, vous auriez juste dû isoler la masse. M égale à Cm fois V sol. D'accord? Le volume de solution, ça serait le volume de solution que vous avez titré. Donc, ça aurait été les 10,0 millilitres. Et pour le pourcentage, voilà, c'est que je vous montrerai ça avec Berlambert. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.